Bonjour à tous, c'est Xiliox, on a enfin reçu l'ombre du Titan Fou, on l'a attendu un méga long moment, en plus les spoils sont là depuis très longtemps, du coup on sait ce qu'il va y avoir, ça donne très envie de jouer. J'ai regardé hier, juste avant de recevoir la boîte, moi je l'ai commandé le 17 juillet et je l'ai reçu le 24 septembre, donc ça fait plus de 2 mois d'attente, plus le fait que les spoils, je sais plus, on les a eu vers mai ou juin. Du coup, c'est vrai que quand on attend 4 mois une boîte, des fois, l'intérêt il passe un peu, surtout qu'on sait ce qu'il va y avoir après, ainsi de suite. Bon, c'est tout le problème de se spoiler les cartes avant, mais moi j'ai pas la force, comme plein de gens, de garder le suspense. Donc moi j'avais déjà regardé un petit peu les cartes qu'il y avait avant pour voir vers où allait le jeu. Donc ces boîtes c'est toujours le même problème. C'est des boîtes qui sont très intéressantes, hein, 268 cartes à l'intérieur. Vous avez 2 héros, Spectrum et Warlock, Adam Warlock pardon, et vous avez 5 méchants. Donc il y a une première partie, je sais pas comment est faite l'histoire parce que ça a l'air un peu bizarre. Je comprends pas trop le thème de cette boîte, hein. Les 3 premiers méchants, il y en a 2, c'est l'ordre noir, hein, mâchoire d'ébène, Corvus Glaive et Proxima Minuit, qui sont 2 boss qui sont ensemble. Le troisième boss c'est Thanos. Et donc ça semblait un petit peu le thème autour des pierres d'infinité, le titan fou et ainsi de suite. Et après il y a deux autres boss qui sont Hela et Loki. Je sais pas exactement le rapport qu'il peut y avoir avec Thanos. Je connais pas l'univers assez pour savoir. En ce qui concerne l'achat de ces boîtes, ben, moi au début je disais toujours les extensions comme ça, il faut les acheter, il y a trop d'intérêt. Pour seulement 35 euros, vous avez 2 héros et 5 nouveaux scénarios. Mais à cause de Galaxy Most Wanted, là, en français c'est Convoitise Galactique. À cause de Convoitise Galactique, bon, les héros sont très typés et plutôt faibles, et les méchants sont très violents. Du coup, je la conseillerais pas forcément aux débutants, hein. En ce qui concerne Nombre du Tanton Fou, pour l'instant, j'ai pas pu jouer, donc je ne sais pas du tout quoi vous en dire. Est-ce que c'est trop dur? Est-ce que c'est pas assez dur? Je ne sais pas. J'ai regardé vite fait les cartes à l'intérieur, à part le fait que il y ait déjà des cartes avec 4 icônes de boost imprimées dessus, ce qui me paraît déjà énorme. Il n'y a pas l'air d'avoir des mécanismes complètement folles. Je ne sais pas exactement quoi vous en dire. Donc on va regarder l'intérieur de la boîte immédiatement. Je vais mettre la petite boîte ici. Donc toujours le petit carton, hein, vraiment indispensable. Les règles du jeu. À l'intérieur, le jeu vous sera livré avec les pochettes et ainsi de suite. Non, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Comme d'habitude, vous aurez 5 pauvres paquets pourris qui se baladent en duel dans une boîte entièrement vide. Après, il faut acheter les pochettes si vous voulez pocheter. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé à l'extérieur ici, les pochettes qui sont conseillées maintenant, c'est même plus les pochettes FFG, hein, c'est carrément la gamme Game Genic, hein. Donc FFG, ils vendent même plus de pochettes, ils en ont plus rien à foutre. Bon, après Game Genix, ils sont très sympas, hein, leurs pochettes. Enfin, j'ai acheté les oranges, là, justement, pour les boss. Mais je suis très déçu. Déjà, les premières que j'ai achetées, il y a des défauts de fabrication, il y a des taches noires dessus. C'est carrément des taches d'encre, hein, donc à mon avis, des problèmes de fabrication. Puis j'en ai pas mal en plus, hein, je dois en avoir une bonne quinzaine. J'espère que j'ai pas mélangé les mauvais paquets ensemble. Bon. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Un fascicule de règles comme d'habitude. À l'intérieur, à la première page, vous avez une règle qui me semblait vraiment très importante, c'est le fonctionnement de Spectrum, qui est un petit peu particulier parce qu'il va pouvoir transformer de forme d'énergie. Elle va pouvoir se transformer de forme d'énergie. Et du coup, ça me posait question sur la mécanique, notamment à cause du déclenchement de certains effets qui se produisent quand vous changez de forme. Là, ils ont pris un petit paragraphe exprès pour vous spécifier ça. Je vous en reparle après. Après, bien évidemment, on a les deux listes des decks des héros. Là, je vous les incrusterai dès qu'on y sera. Qu'est-ce que j'avais de particulier à vous dire? La mécanique de campagne, hein, comme d'habitude, normalement les 5 scénarios vont être reliés par une campagne. À noter, petite particularité que on peut lire à la page 25, si on veut jouer en mode expert, hein, parce que moi je joue pratiquement que en mode expert. Dans Convoitise Galactique, il était bien spécifié qu'on n'avait pas le droit de changer de héros et pas le droit de changer de deck entre 2 scénars. Là, à la page 25, il est bien spécifié que si vous jouez en mode expert,
Il n'y a pas de spécification, hein, vous faites ce que vous voulez. Il y a juste le nombre de points de vie qui, si vous perdez des points de vie dans un scénario, au scénario d'après, vous avez le même nombre de points de vie. Et dans les règles normales du scénario, il est bien marqué, hop, règles de campagne. Je me rappelle plus où c'est marqué, ça doit être par là. Il est bien marqué qu'on peut changer. Hop, je vais aller chercher vite fait. Voilà, pour débuter la campagne, les joueurs commencent par choisir leur héros. Chaque joueur doit utiliser l'identité qu'il a choisie pour l'intégralité de la campagne, mais il est libre de changer d'affinité et modifier le contenu de son deck en respectant les règles de personnalisation de deck. Donc ça, on n'avait pas le droit dans Convoitise Galactique en expert, donc ça c'est plutôt cool. Bon, comme d'habitude, petite page de BD entre chaque scénario, avec une page entière de scénario. Bon, c'est axé sur les pierres d'infinité, et je me demande vraiment bien ce qui se passe avec Hel et Loki dans les 4e et 5e scénarios. On verra tout ça plus tard. On va commencer par les deux héros, donc je les ai pochetés parce que moi je vais enchaîner les parties directes derrière avec mon pote Mathieu et peut-être même tout seul. Donc le premier héros qui vous est donné avec, c'est Spectrum. Donc j'ai regardé les cartes, hein, bien évidemment, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas faire celui qui découvre les cartes. Je les ai regardées pour savoir où on va, qu'est-ce qui nous est donné dedans, quelles sont les mécaniques, quelles sont la logique de tout ça. Donc moi je vais vous dire exactement ce que j'en pense et ce que j'en ai ressenti à la lecture, sachant que je ne les ai pas encore joués, quoi. Donc le premier héros c'est Monica Rambeau. En alter ego elle s'appelle Monica Rambeau, donc c'est une civile, elle a 3 de récupération, ce qui n'est pas énorme, 11 points de vie et 6 de taille de main. À la mise en place, vous allez chercher 3 formes d'énergie, ce sont ces 3 cartes-là. Qui ont tout le trait permanent, hein, donc vous savez que normalement il faut les mettre en jeu dès le début de la partie. Et après, sa capacité spéciale s'appelle hors tension, c'est une réponse forcée, donc on n'aura pas le choix de ne pas la déclencher. Après être passé sous cette forme, retournez toutes les améliorations forme d'énergie, donc c'est ces 3 cartes-là, face cachée. Donc il faudra les retourner face cachée comme ceci, donc elles n'auront plus aucun effet. Ok, donc rien de spécial à part le fait qu'elle a très très peu de points de vie, qu'elle a aucun trait qui soit vraiment très intéressant. Bon, ok, pas d'effet spécial. Ensuite, en héros, elle devient Spectrum, elle a 1 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense. Par contre, elle devient aérien et Avengers, qui sont 2 traits énormes. D'ailleurs, je crois que c'est la seule héros de tout le jeu à avoir le trait aérien de façon complètement native. Il y a plein de héros qui peuvent le gagner en utilisant leur propre carte amélioration. Je me rappelle plus s'il y a les bottes fusées, les dernières là qu'on a eu avec Star-Lord, là je crois qu'il file le trait aérien, mais j'en suis même pas sûr. Bon, le trait aérien, pour l'instant, je crois que ça sert à 6 cartes, hein, donc c'est pas non plus la folie furieuse. Il y a, comment ça s'appelle bon, il y a une carte en protection, 2 cartes en commandement, 2 cartes en agressivité et une carte en justice, qui sont des cartes vraiment, vraiment pas folles. Moi, de toute façon, je les joue pas trop. Il y a juste sur ces gardes en protection que j'aurais envie de jouer, donc avoir le trait aérien en début, c'est intéressant. Le problème, c'est que dans les decks, on a très très peu de place, on a que 40 cartes. Et rentrer des cartes comme ça, c'est un peu limité. Bon, enfin, passons. Elle va toujours garder 11 points de vie, et elle a 50 tailles de main. Sa capacité, c'est transformation d'énergie, c'est encore une réponse forcée. Quand on passe sous cette forme, c'est-à-dire sous la forme de héros, on choisit une des 3 cartes face cachée forme d'énergie, et on la retourne face visible, et il y a bien marqué passer sous cette forme d'énergie. Alors pourquoi c'est important Eh bien c'est pour le déclenchement de cartes spécifiques, hein, je vous l'avais dit, il y a ici dans le pack, pardon, dans le livret, il y a bien expliqué qu'est-ce que c'est qu'une forme spéciale. Donc ça c'est considéré comme des formes spéciales, donc ça va déclencher les activateurs spécifiques comme, de toute façon ils en ont mis 2 dans le deck là. Celui dont on pense le plus c'est Cran, hein, Moxie, il faut changer de forme pour déclencher son activation. Donc bon, il faut penser à ça, hein, ça déclenche des formes d'activation, donc comme d'habitude, je crois que c'est Crossbone qui se déclenche avec les formes d'activation, mais non, je crois que c'est quand on passe en forme de héros.
Et là, le problème, c'est que je sais pas, c'est pas spécifié, cela ne compte pas dans la limite classique de changement de forme de héros à alter ego. Donc, vous allez voir, tout son set de cartes est basé sur le fait de sauter d'une forme à l'autre. Donc, on se transforme, hop, on passe en forme pulsar, ensuite on se retransforme, on passe en forme photon, on se retransforme, on passe en forme gamma. Toutes les cartes de son deck font ça. Ok, le but, c'est de changer de forme. Pourquoi changer de forme? Parce que ça va changer les qualités des ressources que vous allez pouvoir générer avec ces trois cartes, hein. Celle qui est axée sur plutôt le combat, l'agressivité, eh ben, elle va générer une ressource physique. Celle qui a axé la forme photon sur la forme de contre, plutôt justice, ça va être une ressource mentale. Et pulsar, celle qui est axée sur la défense, ça va être une ressource énergie. Donc c'est très en ligne, c'est très dans le thème. On va voir les formes, ce qu'elles font en plus. Mais il faut savoir que on pourra toujours se transformer de héros à alter ego une fois par tour. Ça change rien. Si vous êtes un héros, vous pourrez passer en alter ego. Si vous êtes un alter ego, vous pouvez passer en héros. Et en plus de ça, vous pouvez changer autant de fois que vous voulez de forme, sachant qu'il n'existe aucune mécanique de base qui vous permette de changer de forme, ok? À part le fait de passer de alter ego à héros. Donc je rappelle, quand on passe de alter ego à héros, on a droit de choisir sa forme. Quand on passe de héros à alter ego, on perd toutes les formes. Et après, quand on redeviendra un héros, on peut choisir la forme qu'on veut. Pourquoi c'est important? Parce que quand on est en héros, par contre, on ne peut plus changer de forme une fois par tour. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai pas de cartes qui me permettent de changer de forme d'énergie. Je ne peux pas changer de forme d'énergie. Je suis obligé de rester, par exemple, ici, là, en forme photon. Donc, ça nécessite de prévoir ses coups sur plusieurs tours, sachant qu'on pioche les cartes de sa main du prochain tour à la fin de son tour. On ne peut pas vraiment tout prévoir. Après, son set de cartes, il y a 15 cartes. Je crois que sur les 15 cartes, il y en a 13 qui font changer de forme. Donc, normalement, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. Donc après ces trois cartes, c'est les trois cartes permanentes, trois formes. Si vous passez en forme gamma, alors déjà il y a un effet d'activation quand vous activez les formes, à chaque fois il y a marqué réponse de héros, réponse des héros, réponse des héros. Dès que vous passez sous cette forme, donc dès que vous passez en forme de héros, vous choisissez une de cette forme, ça va déclencher l'activation. Et après à chaque fois que vous jouerez des cartes de son set, vous redéclencherez l'effet réponse de héros à chaque fois. Il n'y a pas marqué une limite une seule fois par tour, donc vous pouvez déclencher ces effets plusieurs fois. Donc la forme gamma, elle fait gagner plus 2 en attaque, et sa réponse c'est que quand vous passez dans cette forme d'énergie, vous pouvez infliger un point de vie, un point de dégâts pardon, à n'importe quel ennemi. Donc là encore c'est méga fort parce que c'est pas une attaque, donc ça veut dire qu'on ne prend pas la riposte, qu'on n'est pas bloqué par la compétence garde, et surtout ça veut dire qu'on peut casser les tenaces. Et bon, les tenaces maintenant ils commencent à en avoir vraiment beaucoup, donc c'est très important de pouvoir mettre des petits points de dégâts où on veut, quand on veut, c'est trop fort. De la même façon, si vous passez en forme photon, eh bien, vous gagnerez 2 de contre, donc vous passerez à 3 de contre, donc c'est une forme plutôt pour contrer, bien évidemment. Après être passé sous cette forme, retirez 1 de menace d'une manigance. Donc ça, c'est cool aussi, parce que on peut retirer n'importe quelle manigance, ils ont bien fait le plaisir de ne pas marquer manigance principale, donc ça fait super plaisir. Par contre, dans le mot-clé patrouille, qui vous empêche de contrer la manigance principale, il est bien marqué. C'est pas comme avec les dégâts quand il y a des mecs qui sont gardes. Il est bien marqué qu'à partir du moment où quelqu'un a le mot-clé patrouille, vous ne pouvez d'aucune manière possible enlever de menace sur la manigance principale. Donc ça ne vous permettrait pas, si vous êtes face à une icône de crise ou à une patrouille, d'enlever des jetons sur la manigance principale. Et encore, je crois que c'est uniquement pour les icônes de crise, ce que je suis en train de vous dire. Je crois que patrouille, ça bloque pas complètement. Bon, c'est à vérifier, c'est pas super grave. À vérifier à l'occasion, parce que des patrouilles, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Il y en avait beaucoup sur la fin de Convoitise Galactique, mais là, pour l'instant, il n'y en a pas trop. Bon, enfin, on va voir ce que ça donne là-dedans. Dernière forme, c'est Pulsar. Quand vous êtes sous cette forme, Spectrum gagne 2 en défense, donc on va passer à 3 en défense, ce qui est vraiment cool. Et sa réponse, c'est que après qu'on ait passé sous cette forme, on se soigne 1 point de vie. Et se soigner d'un point de vie, comme ça, en passif, surtout si on reste en forme de héros et qu'on switch entre les formes d'énergie, c'est méga trop fort. Donc je vais voir comment ça se passe en jouant, mais moi, en lisant cette carte, je me suis dit, ouh, là c'est méga costaud, quoi. Voilà, donc ça a l'air axé un petit peu sur le même délire que Ant-Man, quoi, hein, sauf que Ant-Man, vous avez le droit de changer une fois par tour de forme de héros ou passer en alter ego, et du coup ça déclenchait sa capacité réponse en changeant de héros. Là, vous ne pourrez le faire que en devenant héros et en jouant toutes les cartes de son set.
Donc, qu'est-ce qui est intéressant à voir dans son set? Donc toujours 15 cartes, hein, il y a marqué 18 cartes ici au bas du set de Spectrum, mais c'est normal parce que ces 3 cartes sont numérotées, 1, 2 et 3, et après vous avez les cartes 4 à 18, hein, dis donc, qui sont les 15 cartes normales d'un set de héros. Première chose à noter qui est vraiment très très surprenante, je crois que c'est le seul set de cartes qui est comme ça. Sur les 15 cartes, vous en avez 6 qui sont des ressources libres. Donc je vous rappelle que normalement les ressources libres, c'est les cartes vraiment maîtresses des sets de héros, c'est souvent l'allié maître. Bah là, c'est toutes elles ont. Donc bah, ça c'est vraiment très important parce que maintenant on a beaucoup de cartes du set de rencontre qui nous demandent de payer des ressources spécifiques, générer des ressources libres. C'est toujours pénible parce que c'est des cartes très importantes, hein. Je crois que Hawkeye en avait vraiment beaucoup des ressources libres, mais c'était un des seuls héros qui avait vraiment beaucoup de ressources libres. Après, bah, les autres, ils en ont une en général, voire zéro pour certains héros. On va pas redonner les noms pour pas s'acharner, mais enfin. Le set est très intéressant sur les 15 cartes. Bon, moi je suis déçu parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes différentes. En fait, elles sont en 3 exemplaires à chaque fois. Donc c'est très racé, hein, c'est très profilé pour le combat, très optimal. Voilà, vous avez 3 exemplaires à chaque fois de chaque carte, à part bien évidemment l'allié maître, parce que si vous filez 3 alliés maîtres à un héros, forcément c'est trop abusé. Mais voilà, vous avez tout ça, les ressources, vous allez avoir 3 ressources physiques sur la carte qui est attaque, vous allez avoir 3 ressources mentales sur la carte qui est contre, et vous allez avoir 3 ressources énergie sur la carte qui est accès défense. Donc, très, très logique, très bien pensé, très bien écrit jusque-là, ça m'a l'air très fluide. Après, on va regarder, bon, les cartes, hein, elles font toutes la même chose, hein, elles vous permettent de changer de forme. Donc déjà, Blue Marvel, c'est un allié qui coûte 3. Il a le trait aérien Avenger, il a 3 points de vie, 2 de contre, 2 d'attaque, donc c'est déjà des caractéristiques qui sont énormes. Le trait Avenger est vraiment excessivement important dans le jeu pour la moitié des cartes du set commandement. Avoir 3 points de vie, 2 de contre, 2 d'attaque, c'est vraiment très fort, parce que ça veut dire que vous pourrez faire ce que vous voulez avec ce personnage. C'est vraiment très très fort. Et ensuite, en plus, en réponse, quand il va arriver en jeu, vous pouvez changer de forme d'énergie. Donc c'est uniquement si vous êtes un héros, hein, c'est une réponse de héros, mais ça vous permet de changer de forme pour activer pardon, les autres cartes événements de votre set, et au passage, comme d'habitude, vous gagnerez soit un point de vie, soit vous infligez un point de dégâts, soit vous retirez un de menace. Ça, ça m'a l'air très costaud. Ensuite, on a 2 cartes qui s'appellent Duplication d'énergie, c'est une amélioration qui coûte 2, c'est un super pouvoir. Super pouvoir. C'est une ressource de héros, c'est son seul défaut important, c'est que vous ne pourrez la jouer que en héros. Et quand on lit l'effet, on comprend, hein, vous inclinez la forme d'énergie pour générer une ressource imprimée sur la forme d'énergie qui est visible. Donc si jamais par exemple vous êtes en gamma, eh bien cette carte générera des ressources physiques. Si vous êtes en photon, des ressources mentales. Et si jamais vous êtes en pulsar, bah, j'ai inversé les cartes, hein, vous aurez une ressource énergie. Là encore, c'est méga bien pensé parce que bah, en fonction de ce que vous voulez lancer, si jamais par exemple vous jouez à agressivité et que vous voulez jouer pas mal d'événements d'agressivité qui vous demandent de générer des ressources physiques, et bien il suffira de passer en gamma. À partir de là, duplication d'énergie vous redonnera des ressources physiques. Donc c'est très dans le thème. C'est vraiment dans le thème. Après, vous me direz, c'est un peu... en général, quand on va jouer agressivité, on n'aura pas forcément besoin de l'attaque de Spectrum. On préférera compenser justement les faiblesses d'un deck agressivité en jouant surtout Photon et Pulsar. Et donc, du coup, on n'aura pas les bonnes énergies. Je suis d'accord. Mais il y a un moment, on ne peut pas tout avoir. Déjà, c'est une ressource libre qui est sur la carte. Ensuite, on peut générer les ressources qu'on veut en changeant de forme d'énergie correctement. Bon, il ne faut pas non plus tout demander. Le seul vrai problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir s'en servir en forme d'alter ego. C'est bloquant dans certaines conditions très à la limite. Je ne me rappelle pas de situation où je ne suis pas passé en héros pendant une phase. Pendant un tour entier, en général, on passe toujours en héros. Donc il y aura toujours moyen de se servir de cette carte tous les tours. Notamment qu'elle n'est pas unique, hein, il n'y a pas la petite étoile. On peut jouer les deux en même temps. C'est 2 super pouvoirs. Ça ne coûte que 2, donc c'est une carte ressource standard, il ne faut pas abuser. C'est quand même super dans les sets d'avoir des cartes qui peuvent payer n'importe quoi. Mais il faut oublier que c'est faut pas oublier que c'est que un héros.
Après, on va avoir des événements, hein. Tous les autres cartes du set, c'est des événements. Donc le premier, c'est Rayon Gamma. C'est une carte événement qui coûte 3. C'est une attaque super pouvoir. Une action de héros, bien évidemment, entre parenthèses, attaque. Passez sous la forme Gamma et infligez 7 points de dégâts à un ennemi. Si vous étiez déjà en forme Gamma, cette attaque gagne déferlement. Donc là, on comprend toute la puissance du set. On va toujours avoir des cartes qui vont nous permettre de changer de forme. Hop, on change de forme. Comme on change de forme, on déclenche la capacité réponse, donc on pourra infliger un point de dégâts, puis résoudre cette carte. Okay, donc l'intérêt de cette carte-là par rapport à beaucoup d'autres cartes qui infligent beaucoup de dégâts, c'est qu'en passant sous cette forme, vous allez infliger un point de dégâts, donc vous enlevez l'état tenace, et après seulement, vous infligez les 7 points de dégâts. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, j'ai énormément de problèmes quand même avec les événements qui coûtent 3, parce que c'est chiant à jouer, c'est difficile de donner 3 ressources dans un tour. Là, il ne faut pas oublier que c'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir, ça c'est un super pouvoir. Quand on tourne les cartes, et ben, toutes les cartes en fait sont des super pouvoirs. Donc, bon, celle-là elle coûte 0, donc il n'y a pas d'intérêt. Mais sur les 15 cartes de ce set, vous en avez du coup 11 qui sont des super pouvoirs et qui ont un coût. Donc, bah, vous vous doutez bien que dans ce set, comme dans énormément de sets dans le jeu, ça paraît indispensable de jouer Intense Concentration. Hein, cette carte que, bon, je l'avais dit précédemment, hein, mais Intense Concentration, pour moi, c'est trop fort. Il y a la moitié des decks du jeu, ou l'avoir en une fois, voire en 2 fois. C'est très important, donc l'avoir en une fois, ça me paraît vraiment évident dans ce deck. À savoir à quelle vitesse on va cycler les cartes attaque, enfin les cartes événements, pardon, super pouvoir, ce qui justifierait éventuellement d'avoir 2 intenses concentrations pour vraiment l'avoir très tôt dans la partie. Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Cette intense concentration, ça pose un problème. Est-ce qu'on en met 1, 2 ou 3? C'est toute la nature du problème. Bon, on y reviendra une autre fois. Notez la deuxième partie de la capacité, quand même, l'attaque avec déferlement, c'est vraiment méga fort aussi. Il faut juste penser à être déjà en forme gamma. Donc ça veut dire qu'on ne bénéficiera pas de l'effet infliger un point de dégâts supplémentaire à n'importe quel ennemi. Mais avoir déferlement, enfin il y a plein de fois où on est bloqué contre des sbires qui ont vraiment beaucoup de points de vie, ou tout simplement des mecs qui n'ont pas beaucoup de points de vie, c'est super sympa d'infliger un déferlement. Toujours pareil. Ben, le déferlement, ça crée des dégâts en excès. Donc si jamais vous jouez avec l'amélioration jusqu'au boutiste d'agressivité, ça vous permet d'infliger toujours plus de dégâts. Et toujours pareil, si vous jouez c'est instant de gloire, non, c'est instant de triomphe, ça vous permet de gagner énormément de points de vie, de faire des attaques avec déferlement, puisque je vous rappelle qu'ils sont considérés comme des dégâts en excès. Donc ça vous fait gagner les points de vie, et en plus, ça les inflige aux méchants. C'est pas à la place, hein, c'est en plus. Donc 3 exemplaires de cette carte qui me semblent, ma foi, fort bonnes. Deuxième événement du deck, toujours pareil, en 3 exemplaires, c'est vitesse du photon. Donc vitesse du photon, ben, c'est un événement qui a une ressource mentale. Ça va très certainement servir à contrer. C'est un événement qui coûte 2, un contre super pouvoir, donc encore un super pouvoir, une action de héros contre, passer sous la forme photon, donc on change de forme. Au moment où on change de forme, on pourra donc activer la réponse qui enlève une menace de n'importe quelle manigance, donc ça va permettre de contrer beaucoup. Si vous étiez déjà en forme de photon, ignorez une icône de crise pour ce contre. Donc des cartes qui ignorent les icônes de crise, il y en a très peu dans le jeu, donc c'est cool de l'avoir. C'est pas un effet dont vous aurez besoin souvent, donc ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de prévoir de rester en photon pour activer cette carte. Par exemple, vous êtes en forme gamma, vous jouez cette carte, bim, vous changez de forme. Ça vous permet de contrer 1 plus 4. Donc pour 2, contrer 5 de menaces de n'importe quelle manigance, encore une fois, pas forcément la manigance principale. C'est vraiment cool. Alors après, bah, toujours pareil, super pouvoir, donc intense concentration. C'est une carte contre, donc vous pouvez jouer avec le sens de la justice. Dans n'importe quel aspect, en fait, vous aurez toujours intérêt à mettre ces fameuses cartes-là qui permettent de gagner une ressource pour jouer un événement contre, attaque. Et puis vous allez voir, le troisième événement, c'est un événement de défense. Vous pourrez donc payer ces événements aussi avec les cartes spécifiques de ressources à chaque... c'est pas des sphères, c'est des affinités. Des affinités.
Dernier événement, c'est Bouclier Pulsar. Vous l'avez également en 3 exemplaires. C'est un événement basé sur la défense et vous aurez dessus des ressources énergie. Donc c'est aussi un super pouvoir, il coûte 1, donc vous pourrez aussi le payer avec intense concentration. C'est une interruption de héros. Quand Spectrum défend, passez sous la forme Pulsar et redressez-vous. Et redressez-vous. Donc ça, cette carte, elle me fait penser à la contre-attaque croisée là, de Gamora, qui pour moi, c'est des cartes qui sont vraiment trop fortes. Vous défendez, vous êtes en forme photon, vous avez 1 en défense. Vous avez 1 en défense. Vous vous inclinez, vous défendez. Vous jouez cette carte pour une ressource. Vous passez en forme Pulsar. Donc, vous gagnez un point de vie. Ok, on gagne un point de vie. Et on se redresse. Donc on a défendu. Maintenant, on est en forme Pulsar, donc on a 3 de défense. Ensuite, on a gagné un point de vie. Wow! Qu'est-ce que c'est que cette carte, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Une carte qui coûte 1, qui permet de se redresser, de gagner un point de vie et d'avoir 3 en défense. Purée, quand j'ai lu cette carte, je l'ai relu, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un problème, quoi. Cette carte, elle me semble vraiment très très forte. Alors moi, je suis un joueur qui est plutôt contrôle défensif. Donc avoir une carte qui fait ce genre de truc, moi ça me rend dingo direct. Hein. Surtout avec des mecs comme Ronan, avec des mecs, à mon avis, ça va être pareil, ça va être le même délire. Hein. Mais Ronan, il attaque 18 fois par tour. Bon, à mon avis, Thanos et les autres, ça va être pareil, ils vont attaquer 25 fois par tour. Bon, pouvoir se défendre et se redresser. Oh là 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 là, mes aïeux, quoi. Après, il y a quand même un effet bonus si vous étiez déjà en pulsar. Je ne sais pas dans quelles conditions vous pourriez terminer votre tour de héros en pulsar. Hein. Ça me paraît un peu obscur comme plan de jeu, mais je me rends pas compte. Hein. Peut-être si vous jouez en défense avec des servir d'appât, ce genre de truc, peut-être vous voudrez défendre pendant votre tour. Il faut rester ouvert à tous les types de jeux. Ça vous permettra de gagner riposte 1 jusqu'à la fin de la phase. Donc, ouais, moi les effets bonus en toute franchise, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir changer de forme en permanence. Il y a le déferlement ici qui est vraiment cool. Il y a l'icône de crise ici qui est, enfin, ignorer l'icône de crise, qui est vraiment pas dégueu dans certains cas spécifiques. Il y a la riposte, toujours pareil, qui va vous permettre de faire sauter les états tenaces si vous êtes vraiment bloqué. C'est des effets bonus de toute façon. Hein. Les cartes, vu leur coût, elles sont déjà ultra rentables. Hein. Ça, c'est pour la justice. Pour 2, ça fait 3 de contre. C'est une carte que beaucoup de gens jouent. Bon, l'avoir en 3 exemplaires, c'est énorme. Hein. Vous jouez en agressivité, vous avez 3 cartes de contre dans votre set. Vous jouez en agressivité, vous avez 3 cartes de contre. Enfin, ce set, il est vraiment génial. Il est trop fort, quoi. Il est vraiment méga fort, quoi. Toutes les cartes sont des super pouvoirs. Vous pouvez toutes les payer avec intense concentration. Purée, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fumé. Bon, après, l'autre héros est encore plus fort, donc fatalement... Hein. Et après, les 3 dernières cartes, là aussi, complètement dingo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vitesse de la lumière. C'est un événement pour 0 qui a des icônes libres dessus. Donc, pour que ça ait des icônes libres, tu sens bien que la carte, elle doit être assez forte. Hein. Il y a marqué action des héros. Donc, c'est un super pouvoir. Mais bon, un super pouvoir, là, on s'en fout, puisque ça coûte 0, vous n'allez pas le payer. Hein. Changer de forme d'énergie et piocher une carte. Donc, ça, typiquement, c'est les meilleures cartes du jeu. Ok, hein, je reviens encore une fois sur la rune de Daeron au Seigneur des Anneaux. La méditation spirituelle, avec toutes les dérives que ça engendre. Là, vous avez Vitesse Lumière, c'est une carte de base de son set. Pourquoi c'est très fort? Parce que ça va vous permettre d'accélérer le défilement de votre deck. Cette carte, quand vous la jouez, vous piochez une carte. Donc, ça veut dire que c'est une carte qui n'existe pas dans votre deck quelque part. C'est comme si vous aviez 37 cartes dans votre deck. En plus, il y a très peu de ressources d'installation, donc ça va compenser le fait que comme il y a peu de cartes amélioration, il y a peu de cartes qui vont rester en jeu. Du coup, votre deck, normalement, quand on met les améliorations en jeu au bout d'un moment, eh ben, ça tourne plus vite, les événements reviennent plus vite, et ainsi de suite. Pour compenser le fait qu'il y ait moins d'amélioration, ils ont foutu cette carte. C'est méga trop fort. En plus, comme d'habitude, dans le meilleur des cas, ça va vous permettre de passer dans la bonne forme. Par exemple, hop, on passe en forme gamma, on inflige un point de dégâts, et après on peut activer le rayon gamma de façon à pouvoir déclencher son effet bonus déferlement. Ça permettra de le faire avec tous les autres.
Ça permet aussi, si jamais à la fin de son tour, on veut changer de tour pour préparer le tour, changer de forme d'énergie pour préparer le tour prochain, on peut le faire aussi. C'est un set qui est terrible, un set vraiment, vraiment terrible. Pour moi, c'est vraiment très bon, très bien écrit, très bien pensé, peut-être même un peu trop fort. C'est dans la même veine que Ant-Man, hein. Ant-Man, il faisait tout super bien. Du coup, moi, je le joue pratiquement pas parce que pour moi, il est trop fort. Le seul défaut de Ant-Man, c'est qu'en forme G1, il a 4 cartes seulement dans sa main. Elle en a 5. Donc, à voir en jouant, hein, peut-être je me rendrai compte que c'est de la boue, le fait qu'il y ait trop d'événements et pas assez de cartes de mise en place, et bah, du coup ça devient trop situationnel. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on peut faire beaucoup de choses avec toutes ces cartes. Hein. Entre le fait que vous avez 5 cartes pendant un tour, vous pouvez vous préparer pour être dans la bonne forme au tour d'après. Et si jamais vous n'avez pas la bonne carte, de toute façon, je vous rappelle, à la fin du tour, vous allez repiocher 5 cartes de plus. Ça vous donne une nouvelle opportunité de choper les boucliers pulsars. Ça me paraît très très fort. Hein. Alors après, il faut quand même regarder ces cartes Nemesis là, hop hop hop, parce que peut-être elles sont trop violentes. La carte obligation déjà, elle est un peu particulière, hein, ça fait partie de ces rares cartes qui ne vous permettent pas de choisir. Donc ça s'appelle perte de contrôle son obligation. Vous donnez cette carte bien évidemment au joueur Monica Rimbaud si c'est pas Monica Rimbaud qui la tire. Et là, il n'y a pas marqué, vous pouvez passer en forme d'alter ego si vous le souhaitez. Donc on sent déjà que la carte va être un petit peu atypique. Action d'alter ego, incliner Monica Rimbaud, retirer, perte de contrôle de la partie. Son seul effet, c'est que vous ne pouvez pas changer de forme d'énergie. Donc quand vous êtes en héros, si vous tirez cette carte, il n'y a absolument aucun effet. Hein. Vous la mettez en jeu. De votre côté, c'est une... c'est ça. Hein. Vous ne pouvez pas changer de forme d'énergie. Ah tiens, c'est marrant, il n'y a pas marqué vous la mettez en jeu. Donnez cette carte à Monica Rimbaud. Ah ouais, il manque une ligne de texte où il y aurait marqué mettez cette carte en jeu. Parce que les obligations, il n'y a pas marqué qu'en théorie, elles doivent automatiquement être mises en jeu. Donc bon, je suppose, parce que si elle dégage à la fin du tour, alors c'est encore moins difficile à contrer. Mais quand vous la tirez, vous êtes obligé de la prendre, de la mettre en jeu. Ça ne change rien. Alors c'est vrai que c'est chiant parce que ça peut bloquer votre changement de forme si vous avez une défense à faire et tout. Mais n'oubliez pas que les cartes renforts, en théorie, on les révèle à la phase 4 du méchant. Donc normalement, vous êtes déjà passé en forme pulsar si vous aviez une défense à faire. Et après, le reste des formes, c'est surtout pour jouer pendant votre tour. Vous n'avez pas besoin de... Donc ça peut effectivement un peu bloquer votre tour. Moi, ça me semble vraiment pas terrible comme obligation. Bon, on verra. 2 icônes de boost. Là encore, hein, vous regardez son set. Assez peu d'icônes de boost. Hein. Vous avez une carte à une icône de boost, 2 cartes à 2 icônes de boost, une seule carte à 3 icônes de boost. Et bien évidemment, c'est la quête annexe. Donc avant, enfin la quête annexe, la manigance annexe. Donc avant de tomber dessus, on n'y est pas de suite. Ensuite, si vous tirez l'ombre du passé, vous révélerez donc l'homme radioactif et la manigance annexe, réacteur en fusion. L'homme radioactif, il a 1 de manigance, 1 d'attaque, 6 points de vie, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Après que l'homme radioactif s'est activé contre vous, infligez 1 point de dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Ça, c'est vraiment sévère. Parce que bon, il s'active directement contre vous. Il est élite et génie. Donc je ne sais pas si vous pourrez faire quelque chose contre ça. Non, je vois pas d'effet qui pourrait se déclencher avec ça. Et en plus, il y a l'icône de boost, hein, parce qu'il n'aura pas d'icône d'augmentation. Par contre, il a une icône de boost. Et du coup, son effet, c'est infliger 1 point de dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Ça, c'est assez fort. Hein. C'est vraiment une carte forte. Déjà, ça va être chiant à tuer parce qu'il a 6 points de vie. Son effet est vraiment chiant. Et en plus, derrière, quand vous le balancerez dans le deck de rencontre et que vous le retirez en effet boost, c'est chiant aussi. Donc, ça contribue à l'idée que quand un héros est fort, il faut qu'il ait des cartes Némésis qui soient très fortes. Mais après, n'oubliez pas que vous le tirez que sur l'ombre du passé. Donc si vous n'êtes pas moi, vous jouerez pas forcément avec l'ombre du passé toutes les parties. Après, réacteur en fusion, c'est une manigance annexe. Donc 2 de menaces par joueur initialisé, ce qui n'est pas énorme. Une fois déjoué, infligez 1 point de dégâts à chaque personnage ami en jeu. Et en plus, une icône de crise. Donc comme d'habitude, c'est très bien écrit, je pense. Hein. C'est vraiment les cartes... Bon, c'est chiant. J'aime pas du tout si jamais je la tire, mais c'est bien écrit parce que ça permet de pousser cette capacité de vitesse du photon et utiliser l'icône qui empêche l'utilisation des icônes de crise. Donc moi, ça me paraît vraiment pas mal. Hein. C'est pas une manigance qui est difficile à contrer.
enfin à défausser quoi, mais par contre elle inflige un point de dégâts à chaque personnage mis en jeu. Surtout que vous allez voir, comme il y a... Enfin, moi Spectrum, j'aurais vachement envie de la jouer commandement. Après bon, certainement on pourra faire d'autres choses avec, mais de toute façon, infliger un point de dégâts à chaque personnage mis en jeu, parce que les personnages amis, c'est même les personnages de ton allié, hein. Si vous jouez à 2, à 3 ou à 4, c'est tout le plateau, hein. Les personnages amis, c'est les héros alliés, et... parce que même quand on a un alter ego, je vous rappelle, on est quand même un personnage, hein. Donc ça veut dire qu'un mec qui était à un point de vie, un de vos collègues, il passe en alter ego pour essayer de se planquer avec cette carte ou avec celle-là. Ah non, ça c'est chaque personnage que vous contrôlez, mais celle-là c'est chaque ami en jeu, hein. C'est sévère. Bon, l'avantage c'est qu'on peut la défausser quand on veut. Donc normalement vous ne tuerez pas votre allié. Après on a 3 cartes de plus. Il y en a une, c'est un attachement. Érosion de puissance. Elle est en 2 exemplaires. Attachez cette carte à votre identité. Après la fin de votre tour, subissez un dégât en réponse forcée, ce qui est chiant. Et après, il faut passer en alter ego et défausser 2 ressources énergie pour défausser cette carte. Sachant que des ressources énergie, du coup, on n'en a que 3. Hein, parce que, je vous rappelle, en alter ego, on ne pourra pas utiliser l'application d'énergie. Donc pour défausser cette carte, ça va être méga chiant. Alors après, le contre-avantage, par contre, c'est qu'à la fin de votre tour, vous subissez un point de vie, un point de dégâts. C'est chiant. Mais à chaque fois qu'on passe en forme pulsar, on peut regagner des points de vie, même en forme de héros. Et après, dernier, c'est rayon radioactif, c'est une traîtrise. Si vous êtes en alter ego, vous placez 2 de menaces sur la manigance principale. Si vous êtes en héros, vous subissez 2 dégâts. Donc ça me paraît pas terrible, hein, c'est peut-être la moins pire de toutes. Comme d'habitude, hein, la carte n'est pas terrible, elle a qu'une seule icône, donc ça veut dire que c'est bien écrit, ça me plaît. Ce set, il est méga génial. Moi, ça me donne très envie de le jouer. À mon avis, c'est par ça que je vais commencer. Adam Warlock a l'air fort, mais je préfère quand même déjà ce Spectrum. Petite anecdote, si jamais vous le savez, j'aimerais bien avoir la différence entre la vitesse de la lumière et la vitesse du photon. Parce que c'est un truc, bon, quand j'ai lu les cartes, je me suis dit, quelle est la différence entre la vitesse de la lumière et la vitesse du photon? Alors, comme de toute façon, c'est pas précisé vitesse de la lumière dans le vide, il n'y a pas de différence entre la vitesse de la lumière et la vitesse du photon, puisque la lumière est normalement constituée de photons. Donc bon, je vais peut-être perdre mon physicien un peu pénible, mais je vois pas... Ces 2 cartes, du coup, elles ont le même nom, quelque part. Bon. Je sais pas s'il y a une petite subtilité qui m'a échappé, ou si le mec qui a écrit les cartes n'est pas allé en classe de physique au collège, quoi. Bon allez, on va laisser ça. Ce deck, il est livré avec un aspect commandement. Alors c'est pas aspect, c'est affinité. Affinité commandement. La première carte du set, c'est Captain America. Elle nous donne déjà un petit peu la direction de là où on va aller avec ce set. Le Captain America, c'est Steve Rogers, le Captain America qu'on connaît le plus. Un allié qui coûte 6, hein, donc ça fait partie des alliés les plus chers du jeu. Là, on sent qu'on va taper sur quelque chose de très très lourd. 4 points de vie, 2 en contre, 2 en attaque, ce qui est vraiment pas mal, mais pour 6, c'est abusé. Il a en plus tenace, donc là, on dit, ah, avec un tenace, c'est quand même pas mal. Et après, il y a marqué, réduisez le coût pour jouer Captain America pour chaque personnage Avenger que vous contrôlez de 1. Alors du coup, il a une icône physique, mais bon, l'icône physique, je sais pas si on s'en servira dans un deck commandement, donc on s'en fout. Que dire de cette carte? Pour moi, c'est un monstre. Il y en a plein qui aiment pas trop, mais je vous rappelle que, bon, normalement, vous allez plutôt le jouer avec des héros qui sont Avengers. Donc, ok, si vous êtes en alter ego, eh ben, vous pouvez pas réduire son coût, mais de toute façon, pour Monica Rambeau, par exemple, vous en avez rien à cirer de rester en héros. De rester en alter ego, vous allez passer en héros de toute façon. Donc, dès que vous passez en héros, vous devenez Avenger. Donc, lui, déjà, il coûte plus que 5. Ok, donc 5 pour 2 en contre, 2 en attaque, 4 points de vie avec un tenace, c'est déjà pas mal comme allié, mais c'est un peu cher. C'est un peu cher, je suis d'accord. Par contre, si jamais vous avez ne serait-ce qu'un allié à côté pour 4, ça devient déjà un allié qui est vraiment méga fort. Dès que vous aurez 2 alliés, parce que tout le monde se dit, bon, bah, au maximum, de toute façon, on peut avoir que 2 alliés, puisque lui, ce sera le 3e. Moi, pour moi, il est extrêmement fort, surtout que maintenant vous avez la tour des Avengers qui vous permet de jouer plus d'alliés, vous avez le Triskelion qui vous permet de jouer plus d'alliés, vous avez l'entraînement en équipe là qui donne plus un point de vie à tous vos alliés, du coup les alliés en général ils restent beaucoup plus longtemps, vous avez toutes les cartes qui soignent les alliés, et vous avez beaucoup d'alliés en commandement que vous avez envie de garder, donc du coup eh ben, les alliés ils se stockent, comme ils ont plus de points de vie, comme on peut les soigner avec Nous sommes unis, avec les premiers secours et tout, eh ben
plus d'alliés en jeu pendant plus longtemps, ça veut dire que le Captain America, vous avez plus de probabilité de le payer moins cher. Vous avez aussi le petit allié là qui est sorti avec Ant-Man, Stinger, en français je sais pas comment elle s'appelle. En français c'est... Eh ben, c'est Stinger en français. Et ben voilà, c'est un allié qui compte pas dans la limite de vos alliés, donc vous allez payer Stinger pour 1. Une fois qu'il est en jeu, Stinger, il réduit Captain America de 1. Donc, bon, de toute façon, toutes les cartes qui réduisent leur coût, moi je pense toujours aux soldats de l'hiver. Hein. Parce que quand on lit la carte, on sent que ça va être fort, mais en la jouant, on se rend compte que c'est énormissime, quoi. Captain America, je pense que ça va être un un allié très très costaud. Bon, il va falloir le jouer dans des decks plutôt centrés sur le fait d'avoir des alliés qui restent et beaucoup d'alliés. Moi je m'en fous, en commandement c'est ce que je joue, donc... Après, deuxième cast, c'est Powerman, il s'appelle Victor Alvarez, c'est un Avenger, un allié qui coûte 3, un seul de contre, 0 en attaque avec 2 attaques, 2 contre en riposte, enfin 2 points de dégâts en riposte, 3 points de vie, donc ça part plutôt mal. Powerman entre en jeu avec 2 jetons Chi sur lui. Ok, donc 2 jetons de Chi. Et il y a marqué action, retirer n'importe quel nombre de jetons de Chi de Powerman, pardon. Il gagne 2 en attaque jusqu'à la fin du tour pour chaque jeton de Chi ainsi retiré. Donc typiquement, vous avez 2 jetons de Chi, vous pouvez en virer un pour qu'il passe à 2 en attaque. Et ça vous permet de faire une attaque à 2 avec 2 en riposte, donc vous n'aurez plus qu'un point de vie. Je pense que l'objectif de ce personnage, ça va être de lui donner directement les plus 4 en attaque en consommant les 2 jetons de Chi. Et d'attaquer une fois, de le redresser pour attaquer une deuxième fois, genre avec se préparer, avec présence inspirante. Franchement, pour moi, c'est de la boue. Je ne vois pas l'intérêt de jouer ce genre de personnage. Déjà, j'ai rarement besoin d'attaque. Dans ce jeu, c'est toujours la menace qui pose problème. Dans tous les sets de héros, il y a toujours plein de cartes événements qui font des dégâts. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à jouer un allié qu'on pourra jouer qu'une seule fois, qu'il faut d'autres cartes. Franchement, moi j'avais... Déjà Goliath quand il est sorti, j'avais trouvé que c'était nul. J'ai essayé de faire des decks avec, et c'était nul. Ok, donc ok, vous pouvez jouer un aérocycle, vous pouvez lui jouer des trucs pour qu'il devienne tenace, pour qu'il survive à sa première attaque, et ainsi de suite. Mais combien de cartes on va jeter pour faire ça? Combien de cartes? Donc, en toute franchise, cette fois, je ne l'essaierai même pas. Je vais le dégager direct du deck. Je ne vais même pas essayer la partie d'essai avec ça. Pour moi, c'est de la daube. Après, on a Tigre Blanc. Tigre Blanc qui s'appelle Ava Ayala. Un allié qui coûte 3. 2 en contre, 2 en attaque, 2 points de vie seulement. Donc, bon, ça semble triste déjà. C'est un Avenger. Donc, un Avenger, c'est plutôt cool. Réponse, après avoir joué Tigre Blanc de votre main, piochez X cartes. Jusqu'à un maximum de 3 cartes, X étant égal au nombre du stade du méchant. Si le méchant n'a pas de numéro de stade, piochez une carte. Cette carte, pour moi, c'est une pépite, quoi. Une pépite. Alors, tout simplement parce que moi, je joue toujours en expert. Donc, à part quelques très rares scénarios où il n'y a pas de stade de méchant, du coup, vous commencez directement avec le héros, enfin, le méchant en stade 2. Donc, quand vous jouez cette carte, ok, elle coûte 3, sachant que vous pouvez la payer toujours 2 avec le manoir des... pas le manoir des Avengers, la tour des Avengers. Et en plus, quand elle va arriver en jeu, vous piochez directement 2 cartes. Elle va s'activer une fois, soit en contre, soit en attaque, elle n'a plus qu'un point de vie. Du coup, à la face du méchant, vous pouvez la dégager. C'est génial. C'est génial, quoi. Alors après, ils ont pris le garde-fou habituel, hein, il y a bien marqué jouer depuis votre main, donc ça veut dire que vous ne déclencherez pas son effet en jouant réponse immédiate, ou de futures cartes qui vous permettraient de mettre directement des alliés en jeu sans payer son coût, hein, puisque là il faut la jouer, donc ça veut dire payer son coût pour la mettre en jeu. Mais moi je sais que Maria Hill, depuis la boîte de base, je la joue dans toutes les games sans aucune interruption. Il n'y a jamais un moment où je me suis dit Maria Hill elle est nulle, elle dégage. Même dans les decks où je joue que des Avengers, je joue quand même Maria Hill, et je me dis de toute façon elle est là un tour, qu'est-ce qu'on en a à cirer? Si jamais j'ai besoin avec de la capacité tour des Avengers pour avoir un allié de plus, bah je la joue pas. Et c'est parce que ça veut dire que j'ai déjà plein d'alliés, donc ça veut dire que c'est pas très grave de ne pas jouer Maria Hill. Et si jamais j'ai moins de 3 alliés, de toute façon tu peux jouer Maria Hill, c'est juste que la tour des Avengers ne s'activera pas, quoi. Donc, celle-là, en plus d'avoir tous les avantages de Maria Hill, elle a 2 en attaque. Je vous rappelle qu'en commandement, l'attaque c'est vraiment un problème.
Parce que moi peut-être je joue pas les bons alliés, mais moi je joue pas Giant Man, je joue pas Ronin, donc du coup mes alliés ils ont toujours beaucoup de contre, mais assez peu d'attaque. Bon, là cette carte pour moi c'est un bijou, il n'y a rien à acheter, celle-là c'est le top. Et déjà je vous rappelle, hein, quand on jouait l'avènement du crâne rouge, quand on avait Tigre Blanc dans les captifs, on était méga content. Avec cette carte, on va être méga content. J'avais un dernier truc à dire sur elle, mais je l'ai oublié. Non, je vois pas ce que j'avais à dire. Bon, tant pis. Après, l'allié suivant, c'est Kalu. Kalu, c'est un allié qui coûte 2, 1 de contre, 1 d'attaque, 2 points de vie. C'est un Avenger mystique. Je crois que c'est le premier mystique qui a le trait Avenger. Doctor Strange, je pense quand même, qu'il doit être Avenger. Ok, bon, on s'en fout. Réponse, après que Kulu est entré en jeu, cherchez un événement parmi les 5 premières cartes du dessus de votre deck, ajoutez cet événement à votre main, puis mélangez votre deck. Donc là, je suis un petit peu dubitatif sur celui-là, parce que par rapport à Mariaïl, je vois pas trop l'intérêt. Il a qu'un seul de contre, alors que Mariaïl a deux. Mariaïl fait piocher tout le monde, alors que lui, il vous fait piocher que vous. Et en plus, il faut que sur les 5 premières cartes, vous ayez un événement. Si jamais vous n'avez pas assez d'événements dans votre deck, que vous jouez Kalu, là, il est possible que vous piochez rien du tout. Je le trouve vraiment pas terrible celui-là, surtout qu'en commandement, moi, c'est vraiment pas les événements que j'ai envie de jouer. Donc à mon avis, j'aurais toujours pas trop d'événements dans un truc. Le seul avantage par rapport à Mariel, c'est vraiment qu'il a le trait Avenger, et puis après il y a les deux autres avantages qui sont importants, c'est que lui, il n'a pas la même limite que le tireur blanc, là, on n'est pas obligé de le jouer, il faut juste qu'il rentre en jeu. Donc si jamais vous jouez avec réponse immédiate, quand il meurt, vous le remettez en jeu, et bah du coup, vous pouvez redéclencher son effet. Les futures cartes qui vont déclencher qui vont les mettre en jeu gratuitement, mais on ne jouera pas des cartes comme ça. Ah, c'était l'appel de détresse, la dernière carte que j'avais besoin de parler avec Tigre Blanc. N'oubliez pas que si vous jouez appel de détresse sur Tigre Blanc, vous ne déclencherez pas son appel de réponse, parce il faut l'avoir joué depuis votre main. Alors que Kalu, lui, si jamais vous jouez appel de détresse, vous pourrez déclencher son effet. Donc bon, il y a à boire et à manger, je sais pas. Kalu, je vais l'essayer pour savoir si c'est vraiment très pénalisant. Je pense qu'au bout de 4 fois où j'aurais pioché 5 cartes et que j'aurais pas pris d'événement, il va dégager. Hein, je le conspuerai de haine et ainsi de suite. Après, il faut pas oublier, pardon. Ou pas oublier, je ne sais pas. Parce qu'il y a un S à pas. Donc normalement, on fait la liaison. Bon, on s'en fout. L'idée, c'est que c'est un allié qui coûte 2, et dans ce jeu, tous les alliés qui coûtent 2 sont toujours méga forts, tout simplement parce que, eh ben, il y a beaucoup de méchants qui attaquent très souvent et qui attaquent très fort, donc c'est important d'avoir des alliés sacrifiables pour pouvoir survivre. Après, bon, malheureusement, ils ont de plus en plus souvent des ferlements maintenant, donc les alliés qui n'ont que 1 point de vie ou 2 points de vie, c'est toujours un peu moche. Bon, il y a à boire et à manger. Le Kalu, à mon avis, nécessiterait au moins d'être essayé. Et après, peut-être que quand il y aura des, comment ça s'appelle, des cartes qui jouent sur Mystique, hein. Pour l'instant il n'y en a que 2, mais il faut que ce soit votre héros qui est le trait Mystique. Mais peut-être que plus tard il y aura des cartes qui joueront avec le trait Mystique, et avoir des Mystiques dans le jeu, ce sera cool aussi. On verra. La carte suivante, ça s'appelle Puissant Avenger, c'est un soutien qui coûte 3. C'est une carte qui a le trait équipe, il y a marqué jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, sachant que ce joueur n'a droit d'avoir qu'une seule carte équipe en jeu. Ok. Si chacun de vos personnages a le trait Avenger, chaque allié que vous contrôlez gagne plus en contre et plus en attaque. Donc bah, ça me paraît être une carte... enfin, il n'y a pas vraiment de défaut, quoi. Vous pouvez la mettre une fois dans tous vos decks commandement. Bon, si jamais vous pouvez la jouer jusqu'à la fin de la game, tous vos héros, c'est des dieux, quoi. Enfin, tous vos sbires, mince, tous vos alliés, c'est des dieux, quoi. Donc ça m'a l'air fort. Après, je comprends pas cette limitation de une seule carte équipe, parce que je crois qu'en commandement, il n'y a que cette carte qui est équipe, puisque l'entraînement en équipe, c'est pas une carte équipe. Écoutez, je vais chercher mon classeur vite fait, je reviens. Donc, ok, mon classeur, je l'ai sorti. Entraînement en équipe, c'est une carte condition.
Donc je vois pas bien l'intérêt de limiter à cette carte. Il n'y a pas d'autres cartes équipe dans le deck, donc je vois pas non plus. Si vous la filez à un autre joueur, est-ce qu'il n'y aurait pas des cartes équipe dans une autre affinité? Je ne crois pas, hein, puisque même le camp d'entraînement, je ne crois pas qu'il soit équipe. Voilà, le camp d'entraînement c'est un lieu aussi, hein, je vois pas pourquoi ce serait une équipe. Ok, pourquoi cette limitation? Je comprends pas. Bon, peut-être qu'ils vont sortir plusieurs autres cartes équipes par la suite et qui voulaient limiter tout simplement ça. Euh, Pourquoi pas mettre une seule par joueur tout simplement? Parce que ça permet de prévenir le fait que plus tard, s'il y a des cartes équipes, on ne pourra pas faire des combos. Bon, ok. Bon, faites attention quand même à la limitation de cette carte, hein. Il faut que tous vos personnages aient le trait Avenger. Donc ça veut dire que déjà, si votre héros, il n'est pas Avenger, vous ne pouvez pas jouer cette carte. Donc tous les archétypes à base de gardiens, les futurs archétypes avec les X-Men, les Defenders, les Inhumains, les Titans, tout ça, c'est pas la peine, on ne pourra jamais la jouer. Après, pour les Avengers, ça me semble être une très très bonne carte, hein. Donc bon, ok, moi je trouve que c'est une très bonne carte. Je la jouerai au moins une fois dans pratiquement tous mes decks. C'est un vrai problème pour Nick Fury et Maria Hill. Mais encore une fois, hein, je le redis, mais Maria Hill, elle reste en jeu très très peu de temps. Nick Fury, c'est pareil. Donc rien ne vous empêche d'utiliser tous vos alliés Avengers avec la compétence plus en attaque, plus en contre. Une fois qu'ils sont tous inclinés, bim, vous sortez Maria Hill, vous sortez Nick Fury. Ok, ils perdent en contre et en attaque, mais la carte elle n'est pas détruite, hein, donc on s'en fout. Maria Hill a fait son office, Nick Fury fait son office, son effet d'entrée en jeu, son petit compte, sa petite attaque. Quand il dégage à la fin du tour, bim, d'un coup, tous vos alliés récupèrent le plus en compte, plus en attaque. Donc cette carte, elle est super, pour moi, il n'y a pas de problème, hein, très bien. Ça m'empêchera pas de jouer mes petits bébés. Il y a juste un petit problème sur Mockingbird, parce que c'est aussi une carte que je joue dans tous mes decks. Mockingbird, par contre, j'aime bien la garder méga méga longtemps pour faire ses deux effets de contre ou ses deux effets d'attaque, pour enlever les états tenaces. La laisser à un point de vie pour après contrer une fois. Bon, là, par contre, c'est vraiment plus chiant, parce que garder 2 tours en allié, voire 3 tours en allié pour le bon moment, là, ça va vraiment limiter la puissance de cette carte, puissance Avenger. Donc peut-être que la présence de cette carte me demandera de virer Mockingbird, qui n'est pas un Avenger. Malheureusement. Allez, la carte suivante, c'est un événement, ça s'appelle Attaque Massive, c'est un événement qui coûte 3, c'est une attaque, une action de héros. Inclinez 3 alliés que vous contrôlez, qui partagent le trait avec votre héros. Infligez X dégâts à un ennemi, X étant la somme des attaques de ses alliés et de votre héros. Donc c'est plutôt cool, parce que bah, du coup ça va vous éviter d'incliner vos personnages et de prendre les dégâts qu'on prend quand on utilise ses alliés pour attaquer. Pareil, ça va vous éviter de prendre les dégâts de riposte sur chacun de vos alliés, donc ça va garder vos alliés quelque part plus longtemps en jeu. En plus, il y a marqué attaque et pas attaque imprimée, donc ça veut dire que si vous utilisez des améliorations comme enragé, comme puissant Avenger et ainsi de suite, ils vont avoir des attaques qui sont de plus en plus grandes, et comme vous ne prenez pas les dégâts de riposte, vous pouvez vous en servir plus longtemps. Ça nécessite des builds un petit peu costauds, parce qu'il faut aller chercher des cartes agressivité. Euh, Là, il faut juste faire attention, c'est le trait qui compte. Donc, bah, des héros qui ont 2 traits comme aérien Avenger, par exemple, vous pouvez le faire avec tous les aériens ou tous les Avengers. Donc moi, je pense, par exemple, si vous jouez en protection, bah, l'avantage, c'est que Starhawk, par exemple, il a 2 en attaque. Il n'est pas Avenger, mais il est aérien, donc il a le même trait. Pour par exemple, Spectre. Vous pourrez me dire de toute façon Starhawk il est en protection, mais si vous jouez Spider-Woman, que vous jouez dans le même tour la carte la spéciale qui se fait se redresser là, je me rappelle pas comment elle s'appelle. Bon, enfin, c'est une carte intéressante. Moi je trouve que c'est 3, donc c'est très cher. Dans un deck commandement, on n'a jamais la place, donc cette carte, à mon avis, je la jouerai en un exemplaire, mais pas plus quoi. Là, ils en ont foutu 3, à mon avis, ça va pas tarder à dégager ça. Et après, dans ce deck, ils ont mis des cartes qu'on connaissait déjà, hein. Il y a le cran. Le cran, c'est une amélioration qui vous fait gagner plus en compte, plus en attaque, plus en défense dès que vous changez de forme. Donc j'ai bien vérifié dans le livre de règles. Le fait de changer de forme d'énergie, c'est considéré comme un changement de forme. Donc dans ce deck-là, ça va être assez performant. Après, le vrai problème, c'est que il n'y a pas vraiment de carte pour redresser votre personnage, à part la vitesse de la lumière.
Donc, du coup, cette carte-là, en fait, elle ne va comboter qu'avec une seule carte de votre deck. Je suis pas méga fan de cette carte, à mon avis, je vais les dégager. Bon, ils ont rajouté une autre carte hein, exprès pour comboter avec celle-là, mais je trouve que c'est un peu poussif, quoi. Après, faire front commun, une nouvelle carte ressource. Nouvelle carte ressource, c'est cool. Cette carte génère une ressource libre pour chaque allié que vous contrôlez jusqu'à un maximum de 3. Donc, cette carte, elle nécessite de bien réfléchir. Au début, je pensais que c'était que sur les Avengers. En fait, c'est tous les alliés du jeu. Donc, c'est méga cool. Il y a des avantages et des inconvénients. Pour moi, cette carte, elle est bien équilibrée parce que, par rapport à une carte de ressources normale qui fait gagner 2 ressources, par exemple, pouvoir du commandement, et bien ça, l'avantage, c'est que vous pouvez payer n'importe quelle carte avec. Donc, c'est plus fort. Le problème, c'est que si vous n'avez pas d'alliés, ça génère 0 ressources. Donc, c'est moins fort. Deuxième problème, le moment le plus critique dans la partie, c'est toujours le début. Et au début, cette carte, si vous n'avez pas d'alliés, elle génère 0 ressources. Donc, il y a plein de pour et il y a plein de contre à cette carte. Je ne sais pas qu'en penser. Parce que d'un autre côté, ça peut générer, une fois que vous avez 3 alliés en jeu, ça peut générer 3 ressources libres, ce qui est vraiment énorme. Donc, cette carte, elle nécessite d'être essayée parce que, à mon avis, elle permet des trucs de dingo. Par contre, est-ce que si jamais on en met 2 ou 3 dans le deck, qu'on les chope dans sa main de départ, et bien évidemment par main de départ, j'entends pas la main de départ qu'on peut mulligan, hein. J'entends la main de départ qu'on a une fois qu'on a mulligan. Si vous virez 3 cartes, et que les 3 nouvelles cartes que vous récupérez, c'est ces 3 cartes-là, vous êtes dégoûté, quoi. Vous êtes dégoûté, quoi. Alors après, il y aura peut-être des alliés qui vont sortir à 0, un petit peu dans la mécanique de Angela, qui vont vous permettre d'accélérer tout ça. Peut-être, mais pour l'instant, il n'y a que Angela. Stinger qui coûte 1, là il y a un nouvel allié qui coûte 1, et ainsi de suite. Des alliés qui coûtent pas cher, pour l'instant il y en a très très peu. C'est normal, les alliés c'est méga fort, hein, ils peuvent pas enfiler beaucoup. Donc cette carte, moi je vais l'essayer, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Première, alors après c'est que des cartes neutres. Ah ouais, il y a un paquet de cartes neutres, hein. Ok. Donc après on a Blade, donc Blade, moi j'étais très surpris de voir cette carte, je savais pas que ça faisait partie de l'univers de Marvel, et je pensais même pas qu'il y ait de connexion entre eux, donc bon bah c'est cool d'avoir Blade. C'est un allié qui coûte 1, qui s'appelle Eric Brooks. 1 de contre, 2 en attaque, 3 points de vie. C'est un Avenger vampire. Donc pour 1, c'est vraiment cool. Hein. On se doute bien qu'il va y avoir un effet pénible, hein, puisque sinon 3 points de vie, 2 en attaque, ça paraît chaud, surtout en neutre. Après que Blade a contré ou attaqué, choisissez. Soit vous dépensez une ressource physique de votre main, soit vous défaussez Blade. Donc ça c'est pareil, cette carte, c'est comme celle-là. Pour moi, elle est énorme. Elle est énorme. Mais peut-être qu'en la jouant, je me rendrai compte qu'en fait c'est une bouse. Alors pourquoi elle est énorme? C'est simple, il n'y a pas d'icône de riposte. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir contrer et attaquer autant de fois que vous voulez, du moment que vous arrivez à défausser une ressource. Après, de toute façon, si jamais vous n'avez pas la ressource physique, ou que vous ne pouvez pas, rien ne vous empêche de quand même le faire, parce qu'il y a bien marqué après que Blade est contré ou attaqué. Donc ça veut dire qu'il peut le faire, on résout l'attaque ou le contre, et après, si vous ne payez pas, il est mort. Donc tout ça, pour moi, c'est énorme. Ça me paraît énorme. Il y a un truc que j'ai raté, ou il y a un truc que je comprends pas. Et en plus, pour 1, il a 3 points de vie. Bon, moi je reste bloqué sur Hulk, hein, je suis désolé. Parce que Hulk en tant que héros, ok, c'est une bouse atomique, hein, je veux pas y toucher, ça me brûle les doigts rien que d'y penser. Mais par contre, sa forme alliée, pour 2, il a 5 points de vie. Et lui, pour 1, il a 3 points de vie. Donc, moi, je reparle toujours hein, de Ronan Expert, quand vous tirez 18 cartes par tour et ainsi de suite. Ronan Expert, il a une carte de la mort, qui fait qu'il gagne perçant et déferlement. Et pour survivre à une attaque perçant et déferlement, quand tu as Hulk sur le plateau, tu comprends pourquoi Hulk c'est un des meilleurs alliés. Non, c'est le meilleur allié agressivité du jeu. Bah lui c'est pareil, pour 1, il coûte 3. C'est un Avenger vampire. Bon, Avenger c'est méga cool parce que ça va comboter avec toutes les cartes qu'on vient de voir avant. Après vampire pour l'instant, il n'y a aucune carte qui combote avec ça.
Donc ça, je vais le tester. Pour moi, il n'y a pas vraiment de défaut, surtout avec des combos comme celle-là. Il est Avenger, donc il passe à 2-4. Des cartes comme ça vous permet de gagner des ressources. Des cartes comme ça vous permet de faire une attaque cadeau. Il prend pas les icônes donc il déclenche pas ses activités réponses. Et puis bon, j'en passe, hein, et à mon avis, il y en a 500 des combos, hein. Ça, c'est une très bonne carte, ça me plaît. Bon, la tour des Avengers, eh ben, bien évidemment, ça va comboter avec tout ça, avec tout le reste, hein. Le deck est à peu près bien construit pour un deck préconstruit, quoi. Un manoir des Avengers, j'en parle pas, ça reste toujours croquant. Alors après, bon, il y a trois cartes, bon, celle-là, je les pose, hein, c'est les trois cartes énergie, force, génie, on n'a pas besoin d'en parler. Par contre, cette amélioration, prêt pour le combat, prêt pour la bagarre, c'est une carte amélioration condition. On a droit d'en jouer qu'une seule par joueur. Donc, ok. Et c'est une réponse de héros après que vous ayez changé de forme, défaussé cette carte pour redresser votre héros. Donc, au début, j'ai dit c'est génial. Après avoir longuement réfléchi, j'ai dit oh non, c'est nul à chier. Et puis finalement, je la trouve pas si mal que ça. Donc, pourquoi au début j'ai dit c'est génial? Parce que pour 1, c'est une carte que vous pouvez poser en jeu, c'est une amélioration, donc ça veut dire qu'on va pouvoir la défausser. Pour moi, c'est des cartes un peu sécurité, les cartes amélioration qui coûtent 1. Sur les cartes des 7 rencontres qui vous demandent de défausser une amélioration, si tu ne peux pas faire autrement, tu préfères toujours défausser cette carte qu'un manoir des Avengers. Toujours. Donc avoir des cartes en coût 1, c'est génial. Ensuite, avoir droit de redresser son héros, c'est toujours giga trop fort, hein. Je vous rappelle de la carte Persévérance de la boîte de base, qui est complètement à chier, nous expliquant un petit peu quel est le coût normal pour redresser un héros, hein. Je vous rappelle, c'est une amélioration qui coûte 2, et en plus au moment où vous la jouez, il faut encore défausser une troisième ressource, plus la carte, ça fait que ça coûte 4 ressources pour redresser un héros, donc c'était le coût de base, là ça coûte que 1. Ensuite c'est une amélioration, donc vous pouvez la jouer quand vous voulez, vous la posez en jeu, vous la jouez quand vous voulez. C'est pas une réponse forcée, donc on peut la jouer quand on veut. Donc tout ça, ça me paraît vraiment trop bien, quoi. Après, dans un deuxième temps, je me suis dit c'est une boost, parce que comme c'est une réponse de héros, eh ben, ça veut dire que vous pouvez la jouer que dans une seule condition. Ça veut dire que vous êtes en alter ego, et que vous changez de forme pour passer en héros. Et donc là, du coup, ça devient tout de suite beaucoup moins bien, parce que ça veut dire qu'il faut déjà être incliné quand on est en alter ego. On passe un héros, on a droit de se relever, se redresser à ce moment-là. Donc moi, de suite, j'ai pensé à Quicksilver, hein. Quicksilver, bon ben, du coup, c'est intéressant de pouvoir se redresser 25 fois, mais il faut pouvoir se redresser quand on est en héros. Donc voilà, dans un deuxième temps, je me suis dit, ouais, non, bah c'est nul en fait, c'est pourri et tout. Et après, dans un troisième temps, j'ai réfléchi, j'ai dit, attends, calme-toi, c'est une carte déjà neutre, tu la mets pas, c'est pas grave. Rien ne t'empêche de la jouer sur un allié quand tu joues à plusieurs. Donc deuxième intérêt assez important. Troisième intérêt qui est très important, c'est tous les héros qui vont avoir des mécanismes où on change beaucoup de forme. Donc je pense bien évidemment à Ant-Man, à la Guêpe, à Spectrum, puisque je vous rappelle, avec la clarification de règles, quand on change de forme d'énergie, on est considéré comme ayant changé de forme. Donc ça veut dire qu'on déclenche le prêt pour la bagarre. Du coup, ça va comboter avec toutes les cartes qui vous permettent, comme le cran, de gagner des caractéristiques, puisque comme on se redresse, on va pouvoir réutiliser nos caractéristiques, donc ça vaut le coup de se redresser. Donc tout ça, ça en fait une assez bonne carte. Et le dernier argument pour tous les autres héros, parce que moi je me suis dit, bon, si c'est cantonné à l'utilisation de 4 héros, c'est nul. C'est cette carte-là, hop, qui m'y a fait penser, là, c'est la chambre de récupération, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français. Hop, récupération. Récupération, c'est un événement qui vient de sortir, hein, qui nous explique que c'est un événement pour 2, en alter ego, vous pouvez soigner un nombre de points de vie égal à votre récupération. Donc, eh ben, tu te dis, quand tu vas passer en alter ego, tu pourras te récupérer une deuxième fois. Cette carte-là, elle fait un petit peu la même chose, c'est toujours pareil, hein, c'est conditionnel, on est d'accord. Mais, quand tu es en alter ego, rien ne t'empêche de t'incliner, juste pour récupérer. Et quand tu vas passer après en héros, tu pourras sacrifier ton prêt pour la bagarre, pour te redresser. Donc, quelque part, cette carte, ça équivaut à une récupération quand on passe en alter ego. Donc c'est pratiquement comme une chambre de récupération. Seule petite différence, bien évidemment, c'est si jamais vous avez chopé un événement pendant la phase du méchant, qui vous a incliné quand vous êtes en alter ego. Donc vous ne pourrez pas vraiment vous redresser, mais la combo reste la même. C'est qu'après, en passant en héros, vous pourrez quand même vous redresser. Donc prêt pour la bagarre, moi, je vois pas qu'est-ce qui empêcherait de la jouer au moins une fois dans tous les decks,
part bien évidemment la place, hein. Mais pour moi, c'est une carte sécurité comme endurance, comme temps mort. Il n'y a pas vraiment de problème à la jouer, quoi. C'est vraiment une très très bonne carte. Ce qui nous fait l'ensemble un très très bon set préconstruit pour moi. Il y a des cartes à mon avis qui sont assez dures à jouer, mais de toute façon rien ne vous les empêche de défausser pour payer d'autres cartes. Il y a cette carte-là, par contre, que vous n'avez pas le droit de faire. Celle-là, à mon avis, elle est un peu chaude à jouer. Donc, bah voilà, ça fait quand même une grosse revue, là. Ah ouais, ça fait 1 heure que je parle, mais après, je suis très très inspiré par ce deck. J'ai très envie de le jouer. Ça me paraît vraiment méga fort, hein. Méga fort. Donc moi j'ai préparé un petit deck. Je vais pas jouer cette version-là du deck. Je pense que je vais jouer une version axée beaucoup plus sur les alliés, en essayant beaucoup de trucs. Donc je pense que je vais virer Powerman parce que pour moi c'est une bouse. Je vais virer 2 puissants Avengers parce que pour moi la jouer en une fois ce sera suffisant. Je vais virer 2 attaques massives parce que je déteste les événements à 3, mais je veux en garder une au cas où si je me rends compte que vraiment c'est très fort. L'écran c'est pareil, c'est pas du tout l'aspect du jeu que je veux jouer avec celui-là. Pour moi, bon, c'est sympa et c'est fort, mais je préfère jouer avec Quicksilver, je trouve que c'est 200 fois plus jouissif. Je vais pas garder les 3 faire le front parce que j'ai trop peur que ce soit une carte limitante, donc je vais en mettre que 2. Je vais virer également 2 prêts pour la bagarre et en laisser un en sécurité, parce que bah, du coup, comme on a viré les Moxie, l'écran, pardon, et ben on va plus pouvoir comboter en changeant de forme, mais ça reste quand même une bonne carte, donc je vais quand même la laisser en une fois pour voir si je vais pas tomber complètement amoureux de cette carte et la jouer en 2 fois. Du coup, j'ai viré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Ça va me permettre, j'ai préparé un petit deck, hein, de jouer la carte la plus indispensable avec Spectrum pour moi, bien évidemment, le Intense Concentration. Toujours pareil, un héliporteur, parce que même si beaucoup de gens trouvent ça méga lent, moi je trouve ça méga fort. Ensuite, comme on va garder des alliés, comme on a des alliés méga puissants, il faut les garder longtemps, donc je pense que je vais jouer un entraînement en équipe. Il faut jouer plus d'alliés et plus forts, donc Squire Girl, parce que de toute façon, c'est un des meilleurs alliés commandement, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Dans trop de situations, ça fait trop le taf, quoi. Ça fait trop le taf, cette carte, je l'ai déjà dit, elle est beaucoup trop forte, il faut la nerfer, la virer ou un truc, elle est trop forte. C'est tous les ennemis, hein. C'est pas que les sbires. Donc ça veut dire qu'on vire tous les états tenaces du plateau. Qu'est-ce que c'est que cette carte, quoi? Qu'est-ce que c'est de cette carte? Surtout quand on pense à prêt pour la bagarre, là. C'est pas prêt pour la bagarre, c'est passer à tabac. Regardez les 2 cartes. Si on les met à côté, il n'y a pas un problème. Ça fait le même effet. Et en plus, ça, c'est que les sbires engagés avec vous. Et en plus, ça, c'est une action de héros, alors que ça, c'est pas une action de héros. Et en plus, ça fait aussi le méchant. Ah non, ça aussi, ça fait le méchant. Bon, passer à tabac, bon, la carte est méga jolie, hein. On voit Miss Hulk, position de combat et tout, super sympa. Mais ça reste une bouffe. Allez, on passe. Après, il faut augmenter la densité en allié, même si on a Blade, on a aussi ça, on a Blue Marvel ici. Donc moi, j'ai rajouté un Stinger, parce que pour moi, je trouve ça trop fort. Un Hawkeye, parce qu'on aime les garder longtemps. Il a 3 points de vie, 2 en contre, avec plus un point de vie, plus en attaque, plus en truc, ça va être encore plus bonnard. Le US Agent, qui pour moi reste un des meilleurs alliés commandement. Et après, j'ai pris des cartes commandement standard. Celle-là, c'est juste une gourmandise pour essayer de jouer 6 alliés avec le Captain America et essayer de jouer le Captain America pour... Donc si on réfléchit, avec le Triskelion, avec la tour des Avengers, on aura droit d'avoir 5 alliés. Plus ce Stinger, on a droit d'avoir 6 alliés. Donc ça veut dire que si on a déjà 5 alliés en jeu, plus notre héros, on a 6 Avengers, puisque c'est tous des Avengers, on peut jouer le Captain America pour 0. Ça me paraît vraiment super méga sexy. Une force du nombre, parce que je me suis dit que ce serait sympa d'essayer d'optimiser cette carte avec tous les alliés que je pourrais garder et avoir. Un prêt au combat, parce que avoir un état tenace, de toute façon, bon, on va pas y revenir, mais c'est beaucoup trop fort. Et un appel de détresse. Alors l'appel de détresse, j'ai toujours un petit problème. C'est que normalement, les cartes, quand elles sont dans la défausse, elles n'ont plus de texte sur leur boîte de texte, donc leur texte est inactif. C'est la base de tous les jeux de cartes normales. Du coup, je me demande toujours si le coût du Captain America est réduit pour chaque allié que j'ai en jeu pour pouvoir jouer l'appel de détresse. Ça me paraît évident que non, mais il y a beaucoup de FAQ qui laissent penser que oui, puisqu'il y a des cartes qui s'activent depuis la défausse. Donc, du coup, vous pouvez jouer un appel de détresse sur un Captain America dont le coût est réduit, donc potentiellement, ça vous permet de rejouer gratos
Captain America, quoi. Voilà, là normalement on est à 40 cartes. Je vais directement vous faire une petite partie. Donc on va tester les premiers méchants du jeu. Bon, cette vidéo est méga longue, donc il faut arrêter. Je suis désolé. Parce qu'en toute franchise, je regarde ce que je pensais des cartes au moment où j'ai fait les revues. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de vidéos que j'ai pas publiées, mais je les ai sur mon YouTube personnel. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avoir une étude critique et détaillée de chaque carte, de la façon dont je le voyais au moment où c'est sorti, ça me permet de repenser à des concepts de jeu au moment où j'avais étudié les cartes dans le détail, que j'oublie complètement après. Notamment les petites cartes que d'habitude on joue pas. Par exemple, prêt pour la bagarre. Je pense que je vais oublier de le jouer dans 500 decks, et au bout d'un moment, j'oublierai carrément que cette carte existe. Donc quand je joue aux jeux vidéo, ou que je fais autre chose, ou que je travaille, hop, je me mets mes propres vidéos, où je réécoute les analyses de mes cartes, et des fois ça me fait penser à des trucs que j'ai complètement oubliés. Voilà, donc du coup normalement ça nous fait un deck de 40 cartes, on est prêt pour le combat, prêt pour la bagarre comme dirait Spectrum. On va mélanger tout ça pour être prêt et avoir un deck opti. Je vais quand même vous faire la revue de Adam Warlock, mais de toute façon la vidéo étant trop longue, je pense que je vais faire une autre vidéo. Parce que j'ai énormément de choses aussi à dire sur Adam Warlock, puisqu'ils ont créé des nouvelles mécaniques dans Marvel Champions. C'est calqué et pompé d'autres jeux, mais ça n'explique pas que ça n'existait pas avant. Donc je vous laisse là, c'est Exiliox, on se retrouve immédiatement soit pour une partie avec Spectrum contre les premiers, là je crois que c'est Mâchoire d'Ébène qui s'appelle, soit pour l'analyse des cartes de Adam Warlock. Donc à bientôt, ça m'a fait plaisir de partager cette revue de cartes avec vous. Si j'ai dit des conneries sur les points de règle, sur les cartes, ou que j'ai pas pensé à l'utilisation de certaines cartes, je vous invite très fortement à me les partager. Souvent, bon déjà je lis tous les commentaires, c'est l'avantage d'être une petite chaîne, c'est qu'il y a peu de commentaires, du coup je peux tout lire, tout répondre, et ainsi de suite. Et du coup, si vous avez des idées, moi je prends tout. Spectrum, moi je veux la jouer en commandement avec plein d'alliés, mais peut-être qu'il y a d'autres combos très fortes qu'on peut faire autrement. Allez, je vous laisse là, à plus tard.